Et salut à tous, c'est Orion et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Firerock. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept un peu spécial, car il s'agit de la vidéo des 5000 abonnés. Ouais, merci énormément, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, merci. Donc pour vous remercier un peu de vos retours positifs et vraiment qui font chaud au cœur, donc les abonnements, les vues qui montent, on a décidé de faire une vidéo consacrée à un débat entre la prélogie et la trilogie originale. Alors bien sûr, nous deux, on a un avis, mais on va quand même présenter des arguments des deux côtés pour vraiment que vous puissiez vous forger votre avis et surtout vous rendre compte que Star Wars c'est Star Wars et que c'est plutôt Disney qu'il faudrait dégager. Ouais, tout à fait. Donc pour commencer, je pense qu'on va donner chacun des arguments pour une des deux. Et ça va partir un peu en petit débat, entre guillemets, politique, mais sur Star Wars, quoi. Donc là, on va parler de la prélogie et on va chacun notre tour donner des arguments pour ou contre suivant nos différents points de vue. Donc je te laisse commencer, Firerock. Alors je pense qu'un des points assez importants dans la prélogie, c'est le manque de profondeur des personnages. Dans le 3, c'est un peu corrigé, mais dans le 1 et le 2, c'est vraiment des personnages un peu plats, je trouve. Et heureusement que Clone Wars est là entre le 2 et le 3 pour relever un peu le niveau, parce que franchement, le 1 et 2, on aurait dit une mauvaise télé-réalité. Alors c'est vrai qu'au niveau des personnages, dans le 1 et le 2, on est plutôt sur quelque chose de plat. Mais par contre, comme tu l'as justement dit avant, dans le 3, on remonte nettement avec le basculement d'Anakin, qui vraiment, enfin pour moi, c'est un des meilleurs approfondissements de personnages de toute l'histoire de Star Wars, parce que c'est là où il est le mieux représenté et où on voit les différents aspects de quelqu'un. Alors, je te coupe juste, selon moi, justement, cette évolution d'Anakin, sans Clone Wars, aurait aussi été un peu bâclé, parce que, alors ok, on voit bien l'évolution du personnage, mais ça vient très très vite, en une moitié de film à peine. Heureusement que Clone Wars est là pour vraiment montrer la décadence du personnage, le personnage qui hésite vraiment entre le bien et le mal, et qui se laisse tenter un peu par les deux. Et je pense que sans Clone Wars, ça rendrait vraiment tout ce scénario un peu plus pauvre. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc maintenant, je vais donner un argument pour la prélogie, donc pas un contre-argument, mais un argument à proprement parler. Donc je dirais que les chorégraphies des combats sont mieux mis en scène et réalisées que dans le 4, 5, 6. Rien qu'au niveau par exemple des différents fioritures, donc les moulinets qui font ou ce genre de choses, ça donne plus envie de regarder le combat que dans les autres. Oui, alors c'est sûr qu'ils avaient clairement plus de budget, que ce soit pour les effets spéciaux des sabres ou pour les acteurs, les comédiens et tout ça. Et en plus de ça, la technologie avait avancé. Et donc les combats sont beaucoup plus au centre de Star Wars. 1, 2, 3, c'est vraiment des films de guerre, de combat, entre guillemets. Alors que 4, 5, 6, c'est beaucoup plus un héros, Luke tout seul, qui est dans son petit vaisseau et qui doit essayer de sauver la galaxie tout seul. Le 4, 5, 6 est beaucoup plus orienté conte de fées, le prince qui doit sauver la princesse à dos de cheval, alors que le 1, 2, 3 c'est vraiment le film de guerre médiévale bien bourrin où ça se bastonne de tous les côtés. Et donc c'est sûr que niveau combat, en tant que screamer, on voit bien que le 1, 2, 3 est clairement plus haut que le 4, 5, 6 là-dessus. Mais après, c'est deux styles différents, mais c'est sûr que niveau combat, il n'y a pas photo. Alors je te rejoins là-dessus de par ce que tu as dit avant, que le 4, 5, 6 était peut-être un peu plus conte de fées. Le 1, 2, 3 pour moi, un de ses gros points positifs, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas qu'un enjeu de combat derrière ou de pure lutte contre le mal. Il y a aussi tout ce côté un peu gris et complot au sein de la République avec la montée au pouvoir du chancelier, toutes les trahisons qui se passent en amont de tout ce qu'on voit à l'écran, par exemple tout ce qui est montré dans Clone Wars avec Sifo Dyas ou la création des clones, tout ça, il y a une dimension politique et religieuse beaucoup plus, je dirais, avancée et en relief que dans le 4, 5, 6. Ouais, ben c'est sûr que dans le 4, 5, 6, étant donné qu'on est beaucoup plus dans un climat de dictature, il y a clairement, c'est clairement défini les gentils et les méchants, ce qui est peut-être parfois assez dommage. Tandis que dans le 1, 2, 3, on voit surtout ça dans Clone Wars, on y revient quasiment à chaque fois parce que c'est vraiment quelque chose de très marquant dans la saga Star Wars, mais on voit des séparatistes qui sont pas forcément méchants en fait, ils sont juste chez les séparatistes, mais pour eux c'est la République qui est dans le mauvais camp. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, à part le côté clair et le côté obscur où on décerne plutôt bien où sont les méchants et les gentils, dans la prélogie, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, il y a juste deux camps différents, deux intérêts différents. Ouais, non, je suis d'accord, c'est une question de point de vue, quoi. On peut tout à fait être pour certains avis politiques et contre d'autres.
Et c'est ça qui est justement cool, c'est que ça permet vraiment de se mettre à la place de certaines personnes à laquelle on se serait pas forcément mis si tout était blanc ou noir. Et c'est ça que je trouve un peu dommage dans la prélogie, c'est qu'étant donné que c'est vraiment orienté film de guerre, on perd un peu tout cet aspect de... Donc en fait, il y a des méchants et des gentils des deux côtés. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, à part avec la montée de l'empereur, la République est assez blanche dans l'histoire. Et ça, c'est un truc que je trouve assez dommage. C'est clairement défini gentil et méchant, alors qu'il y avait vraiment moyen d'approfondir, contrairement au 4-5-6 où là, c'était clairement plus orienté dictature. Et donc les rebelles, ils font de la désobéissance civile pour essayer de se rebeller contre ça, justement. Ouais, non, je suis d'accord. Après, quelque chose encore que je voulais relever, c'était la présence dans la prélogie des midi-chloriens, enfin, pour beaucoup, elle est mal exploitée, parce que c'est vraiment... c'est un retour de manivelle du 4-5-6, donc on balaye un peu tout ce qui avait été dit auparavant. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui permet à ceux qui n'avaient pas forcément bien appréhendé la force de mieux la comprendre et complètement la cerner, quoi, parce que c'était un peu une entité abstraite, quoi, avant. Mais surtout avec l'arrivée de Clone Wars, où là on a vraiment appris des choses sur la force vivante, les midi-chloriens, etc. Pour en revenir à avant au niveau des guerres que tu disais, c'est vrai que la prélogie elle est quand même vachement orientée sur la guerre, quoi. On va pas se le cacher. Après, je trouve qu'au niveau justement de cette orientation, elle est clairement plus démarquée dans le 1-2 que dans le 3. Le 3 c'est vraiment un film, c'est mon préféré, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment un film orienté... ouais, on sent que c'est la fin de la guerre, que ça commence à être la merde. Et puis qu'il y a tout un aspect politique qu'il n'y avait pas forcément dans le 1 ni dans le 2. Enfin, dans le 2, on voyait que ça commençait à prendre forme, mais dans le 3, c'est vraiment... Ouais, dans le 3, en fait, les deux armées ont développé une puissance de feu tellement grande qu'en fait, les deux sont sur le point de détruire des tonnes de mondes habitables. Donc on voit que c'est la fin de la guerre, on sait pas... Sans l'Ordre 66, on sait pas vraiment qui aurait gagné, mais on sait très bien que la guerre n'aurait pas duré très très longtemps et qu'il y aurait eu un cataclysme qui aurait dévasté un des deux camps. Et du coup, c'est vrai que cette tension est assez intéressante parce que au-delà de l'Ordre 66 et du scénario que l'on suit, il y aurait un autre scénario parallèle s'il n'y avait pas eu l'Ordre 66 qui lui aurait aussi été très intéressant. Et donc c'est pas quelque chose de tout lisse, c'est vraiment un scénario qui ondule et c'est ça qui est très intéressant, ça laisse libre cours aux interprétations de qu'est-ce qui se serait passé dans différents cas de figure. Ouais, non, je trouve qu'on a bien fait le tour là, et je trouve que tu as raison par rapport justement à tout ce sujet de noir, blanc et de relief au niveau de la guerre. Du coup, je te propose de passer à Star Wars, la trilogie originale. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux ouvrir avec un argument ou un contre-argument. Alors moi, je vais étrangement commencer par un contre-argument ou quelque chose de négatif, plutôt une critique. C'est la régression niveau de la technologie. Alors on passe d'un film avec des armures de clones phase 2 ultra poussées, avec des jetpacks et de la technologie juste vraiment de la science-fiction, à des armures en plastoc qui ne sont même pas par laser. Elles ne résistent même pas à un tir de blaster, elles n'ont même pas l'air si résistantes que ça aux chutes ou aux chocs. Du coup, où sont passées les armures des clones ? Non, c'est vrai que tu as raison à ce niveau-là. Je trouve que tu soulèves un point intéressant, c'est que cette régression technologique, je pense qu'elle est aussi surtout due au fait que, vu que les films sont sortis avant, il y avait peut-être moins d'idées de la part de George Lucas en termes de technologie pure. Alors, je te coupe juste, je pense pas que c'était vraiment en termes d'idées, parce que Lucas lui-même a dit qu'il était déçu de ses premiers films parce qu'il avait vu que c'était un projet très ambitieux qu'il avait, il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait, tandis que dans 1, 2, 3, il avait tellement de moyens qu'il a pu vraiment tout réaliser. C'est vraiment une question de budget, où il a vraiment dû se contenir pour créer le 4, 5, 6, et c'est pour ça qu'après, il est revenu chronologiquement en arrière pour faire 1, 2, 3, pour vraiment pouvoir montrer cette technologie qui est en croissance dans la République et tout ça. Je pense que c'était clairement une question de financement. Ouais, après, bon, c'est vrai que tu pointes un maillon faible, entre guillemets, de l'échiquier, donc les armures de Stormtrooper. Enfin, on peut même dire que les Stormtroopers en eux-mêmes sont un point faible de l'échiquier. Après, franchement, en termes de technologie, je trouve qu'on a quand même des trucs assez poussés, genre l'étoile noire ou
Ou je sais plus si c'était les AT-AT ou TBTT, je sais jamais l'acronyme. C'est les TBTT. Ouais, les TBTT, je trouve que c'est quand même une pointe de technologie par rapport... Alors, on se rend pas forcément compte dans le film, mais les canons qu'il a à l'intérieur sont vraiment titanesques. Il a une puissance, il peut escalader des pentes assez incroyables. C'est bien meilleur que les clones turbo tank, par exemple. Alors que quand on voit un clone turbo tank, on se dit que c'est vraiment stylé, ça a la classe. Alors qu'un TBTT à côté, c'est un vieux machin rouillé. Alors que les TBTT sont clairement plus puissants et beaucoup plus aboutis. Non, c'est vrai. Je voulais te rejoindre sur le point du downgrade entre guillemets de technologie, sur aussi les blasters. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression qu'on a régressé en termes d'esthétisme un peu dans le blaster. Ouais, alors très clairement, on voit que les inspirations de Lucas pour la trilogie originale a vraiment été les véritables armes qui se construisaient il y a quelques années. Il y a beaucoup d'armes qui ont été inspirées de véritables armes de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Mais niveau de l'histoire, on apprend que les blasters sont devenus vraiment très très puissants et que même les sabres laser sont souvent remplacés par les blasters. On voit Luke, il garde son blaster même s'il a son sabre, parce que bon, déjà, il maîtrise très peu son sabre, mais les blasters sont devenus d'une puissance telle que ça peut vraiment rivaliser avec un sabre laser, comme ce que j'ai dit dans mon épisode sur les différentes armes laser. Ouais. La question que j'avais encore justement à ce propos, c'est est-ce que, à ton avis, au niveau du canon, Disney, ils ont gardé cette espèce de cohérence, de puissance jusqu'au 7-8, c'est-à-dire qu'on a encore augmenté parce qu'il se passe, je crois, 30 ans ou 40 ans entre le 6 et le 7, 30 ans j'aurais dit, 30 ans. Je sais plus exactement, ouais. Mais quelque chose comme ça, et du coup, je me dis qu'en 30 ans, il y a quand même eu un sacré saut technologique parce qu'on regarde rien que dans notre monde. En 30 ans, on a des trucs qu'on n'aurait même pas imaginé, quoi. Ouais, mais plus un monde a évolué, plus il évolue vite. Et donc on voit notre monde entre 1700 à 1800, il n'y a pas eu tant de ça d'avancées technologiques que ça, tandis que là, entre 2000 et 2020, c'est incroyable tout ce qu'on a développé. Et donc c'est vrai que ça, c'est une petite incohérence. Comme quoi, ça stagne vraiment dans Star Wars. Rien qu'on regarde The Old Republic et puis Star Wars 8, c'est presque la même chose visuellement. Alors dans l'histoire, c'est vrai que les puissances changent, etc. Mais voilà. Après, il y a une théorie qui essaye d'expliquer cela en disant que l'évolution se fait par paliers et que ça stagne pendant très longtemps et que nous, au bout d'un moment, l'humanité va arriver à un palier et va stagner, va arrêter d'évoluer parce qu'elle aura tout découvert, ce que l'espèce peut, et puis ça sera l'espèce qui devra évoluer plus que les connaissances. Et donc, c'est une théorie dit que c'est ce qui arrive au monde de Star Wars et que c'est ce qui arrive, c'est pour ça que l'humanité n'évolue plus, mais que les Yuuzhan Vong, eux, ont pu évoluer beaucoup plus haut avec toute leur technologie. Mais bon, là j'arrive dans le Legend et je sais que ça irrite quelque peu quelques personnes. Oui, tout à fait. À ce propos, justement, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le Legend au niveau plutôt de la prélogie. En fait, j'ai regardé une émission, je sais plus, il y a quelques temps, ça devait être Michael G ou quelque chose comme ça qui a fait une vidéo sur la prélogie. Il a fait un mois Star Wars. Ouais, alors ça devait être ça. Et du coup, il a soulevé quelque chose d'assez intéressant, c'était que la prélogie en soi, elle est pas bonne parce qu'elle a besoin d'être contextualisée par d'autres œuvres. Alors, d'un côté, je le rejoins là-dedans parce que c'est vrai qu'on ait besoin de contextualiser 3 films surtout avec des centaines de livres, jeux vidéo et autres, mais d'un autre côté je trouve que justement le fait qu'on puisse broder autour fasse de ces films d'excellentes sources d'inspiration. Alors je suis d'accord avec toi, c'est autant un plus qu'un moins, parce que d'un côté c'est vrai que le 1, 2 et le 3 un peu moins, mais 1 et 2 c'est vraiment des films qui sont très très pauvres, et sans l'univers autour, ça serait vraiment... Personne n'aimerait ces films. Sans l'univers Star Wars, personne n'aimerait ces films, parce que les films ne sont pas si bons que ça. Mais grâce aux 4, 5, 6 qui ont posé les bases, grâce à Clone Wars, grâce à tout l'univers qu'il y a autour, ça fait que des films mal réalisés et au dialogue un peu pourri sont des films qu'on aime quand même, qu'on apprécie regarder, étant donné que c'est Star Wars, il transpire l'univers de Star Wars, et donc grâce à l'univers autour, on apprécie des films qui en soi sont peut-être pas si bien que ça. Non, c'est vrai que je te rejoins dans le fait que les films, au final, dans leur réalisation et dans leur production, bon, la production un peu moins vu qu'ils ont quand même de sacrés moyens depuis le 6, mais au niveau de la réalisation, c'est vrai qu'il y a quand même certains plans qui ont vraiment mal vieilli, hein. Même dans la prélogie, on voit qu'il y a des trucs, par exemple, je te disais hier,
le plan où dans le 2 ils sont sur la bataille de Geonosis puis qu'ils sont dans le vaisseau et que Padmé elle tombe, puis put the ship down. I can't take Dooku alone. I don't care. Put the ship down. I need you. I don't care. Put the ship down. If we catch him, we can end this. I don't care. Put the ship down. We have a job to. I don't care. Put the ship. On voit quand même que les effets spéciaux ils se font un peu vieillir quoi. Après, franchement, je trouve que ça se regarde encore. Moi, franchement, Oui, j'aime bien les mais- regarder, la prélogie surtout de temps en temps. Même Star Wars 4, moi je peux le regarder sans souci, même si il est plus vraiment au bout du jour. Surtout que si on le regarde avec l'œil avec l'œil de la personne de l'époque qui a regardé ce film, toutes les avancées technologiques que ce film a permis, que ce soit au niveau du son, de l'image, des effets spéciaux, ce film était une véritable révolution, rien qu'aussi dans son contexte. C'était un moment où il y avait presque des films de guerre, des films très sombres au cinéma, et Star Wars a sorti cette espèce de conte de fées qui a fait rêver les gens, vraiment dans le contexte. Star Wars c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, autant politiquement que technologiquement, et donc si on regarde ça de cet œil là, Star Wars 4 il a pas mal vieilli, il a juste vieilli, mais pour l'époque c'était vraiment une prouesse. Non, alors justement, ouais, à propos du fait qu'il traite de sujets différents de ce qu'il traitait à l'époque, il a clairement été le pionnier de le space opéra, tous les films de science-fiction, même l'héroïque fantastique avec la quête du héros qui va sauver sa bien-aimée, entre guillemets. Et même de niveau de la musique, quand on rentre par exemple dans un magasin de rock ou de metal pour acheter des CD et tout ça, il y aura plein de t-shirts de groupe et il y aura des t-shirts Star Wars. Il y aura pas des t-shirts Seigneur des Anneaux, il y aura pas des t-shirts Harry Potter, il y aura des t-shirts Star Wars. Parce que ça c'est vraiment ancré dans cet univers de la musique. Star Wars c'est vraiment devenu un univers multimédia qui touche vraiment tous les différents médias. Bah, moi qui écoute quand même pas mal de BO de films, franchement John Williams c'est quelqu'un d'exceptionnel, vu tout le travail qu'il a fait. Aussi, c'est lui qui a fait les Jurassic Park et les Indiana Jones. Franchement, quand on écoute ces morceaux, par exemple, on met je pense les 3 premières notes de chacune des musiques de ces 3 films, tout le monde reconnaît. Et même certaines musiques, donc pas des musiques qui sont vraiment là pour s'entendre, genre la marche impériale quand elle arrive, elle est vraiment là pour qu'on l'entende, pour vraiment donner du poids à une scène. Il y a aussi des musiques d'ambiance auxquelles on ne prête pas forcément attention, c'est le but d'ailleurs qu'on ne les entende pas, mais intuitivement, dès qu'on les entend, on se dit mais c'est pas dans Star Wars ça, c'est pas la scène où Padmé et Anakin ils sont sur la villa au bord du lac sur Naboo, et en fait c'est une musique que en soi on ne pourrait jamais chanter parce qu'on ne la connaît pas, mais elles sont tellement marquantes et percutantes que dès qu'on l'entend on revoit vraiment les scènes des films, et c'est ça qui est incroyable avec sa musique. C'est vraiment quelqu'un de talentueux, presque même un des meilleurs compositeurs du 20-21e siècle. Ouais, pour moi, Hans Zimmer et lui, il n'y a pas photo, ils sont vraiment au-dessus. Après, je sais plus, je crois que tu disais avant au niveau, quand on parlait de l'époque à laquelle sont sortis les films originaux. Donc c'est vrai que c'est vrai que d'un côté ils étaient pionniers, mais si on se penche d'un autre côté, les films en eux-mêmes ont mal vieilli, parce que justement t'as des trucs on peut plus y croire encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Genre par exemple la bataille quand ils vont sur l'étoile noire, tu sais, avec le long couloir où t'as le X-Wing et puis le TIE derrière. Ça c'est des trucs, il y a 20 ans ok, mais je pense qu'aujourd'hui sans le remaster, parce que encore il y a ça justement qu'il faut dire. Ouais, il a été refait plusieurs fois. C'est mais- que si on regarde par exemple Jabba le forestier, Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Effectivement. Et le Millennium Condor. ouais, ils ont plutôt mal vieilli quoi. Et dans la version Effectivement, ouais. remaster, je pense que personnellement j'aurais vraiment du mal à regarder la version originale. C'est vrai que ça nous fait un choc à nous qui ont vu Star Wars 8 au cinéma en 4D avec les fauteuils qui bougent, la 3D exceptionnelle et les caméras qui sont juste devenues à la pointe de la technologie. Mais en plus de l'avancée technologique, je trouve qu'aussi la réalisation a évolué avec les mentalités. Et donc niveau de la réalisation, Star Wars 4 peut paraître un peu dépassé aussi parce que les codes de la réalisation ont pas mal changé. Alors, je dis pas qu'il est mal réalisé, mais on voit qu'il a été réalisé à l'époque. Aujourd'hui, un film comme Star Wars 4 ne marcherait pas, je pense. Sans le Star Wars autour, c'est vieillot, ça respire trop, ils n'arrivent pas à créer cette tension qu'on arrive à créer aujourd'hui. Et donc le film n'est pas mal réalisé, il est juste réalisé comme étaient les films de cette époque. Et donc je pense qu'actuellement, un Star Wars 4 qui sortirait en salle ne marcherait pas.
non, c'est clair que c'est un style, et puis enfin, c'était un style très très apprécié à l'époque. Hein. On regarde par exemple, t'as plein de films de space opéra. Bah, je pense par exemple à des films qui ont bien vieilli, comme Le 5e élément, qui est sorti un peu derrière, mais bon, ça c'est mon avis après. Ouais. Voilà. Et t'as plein d'autres films dans ce genre-là qui se regardent encore aujourd'hui, mais qu'effectivement, s'ils sortaient aujourd'hui, seraient sans l'univers et le background, et puis toute l'adulation de la culture populaire, seraient vraiment des flops. Hein. Je pense qu'on est clair là-dessus. Mais Star Wars, je pense que si on lui retire tout son univers Legend et Clone Wars et puis vraiment les passages forts des films, si on regarde par exemple seulement le film 1, 2 et 4 par exemple, ça serait pas des si bons films que ça. C'est vraiment cet univers que George Lucas a créé qui arrive à créer la magie autour de cette saga et qui fait que même le 4, le 6, le 2, ils sont tous regardables et appréciables. Parce qu'au fond, c'est le Star Wars qu'on aime, c'est le Star Wars auquel on est fan tout simplement, et c'est ce que vous regardez sur cette chaîne actuellement en fait. Hein. Ouais. Donc moi je pense que j'ai fini de mon côté, toi je sais pas, et franchement je tenais juste à vous dire merci, parce que ça fait 2 ans qu'on est là vraiment et qu'on commence à produire des trucs, et ça fait je sais pas peut-être 6 mois que vous êtes derrière nous à nous rejoindre massivement, et on vous remercie vraiment de ça. Ouais, surtout que on a commencé de rien, on n'avait aucune expérience, on est vraiment parti de nos petites voix ouais, et puis avec notre petit Windows Movie Maker, et là on arrive à vous fournir quelque chose de qualité avec assez régulièrement, et puis et ça vous plaît, on voit ça au ratio de pouces bleus, au partage, aux abonnements, aux vues et tout ça, et donc on tenait vraiment à vous remercier. Merci. Voilà, tout simplement. Et puis moi je vous dis, on se retrouve dans de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, on est tous fans du même Star Wars, sauf ceux qui aiment Disney. Voilà. On rigole bien sûr. Sur ce, que la force soit avec vous, c'était Firerock. Et Orion. Tchuss.